Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais demandé en post YouTube de me donner vos préjugés sur la muscu et la nutrition pour qu'on en parle ensemble en vidéo, donc c'est parti. Donc je pense que ça va être assez long parce qu'il y en a pas mal, donc on va commencer maintenant. Premier commentaire de JP, la protéine c'est du dopage, ou dès que quelqu'un est musclé, il ne mange pas que du riz d'Inde. Sous-entendu, il est dopé. Continue tes vidéos, elles sont très intéressantes. Alors déjà, merci beaucoup. La protéine, c'est du dopage. Alors ça, c'est une idée reçue qui est très courante, toujours aujourd'hui, et ça, c'est surtout chez les gens qui ne pratiquent pas la muscu. Donc les personnes qui pensent ça, c'est qu'elles ne connaissent absolument rien à la nutrition. Donc on va reprendre un petit peu les bases, je vais essayer d'être rapide. Donc quand on mange, qu'est-ce qu'on fait? On apporte de l'énergie au corps. L'énergie ingérée, en fait, elle se traduit sous forme de calories. Et si on va un petit peu plus en détail dans un aliment, qu'est-ce qui apporte l'énergie en particulier? Ce sont les 3 macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Donc si on dit que les protéines c'est du dopage, qu'en est-il des glucides et des lipides? Est-ce que c'est du dopage également? Et dans ces cas-là, est-ce que le simple fait de manger c'est du dopage? Donc vous pouvez dire ça aux gens qui vont vous faire la réflexion que les protéines c'est du dopage, parce que pas du tout, il s'agit juste d'un macronutriment essentiel qui vous apporte de l'énergie. Mais après c'est vrai que ces gens-là vont dire protéines pour les protéines en poudre, et pour ces gens, les protéines en poudre ça va être complètement différent, et c'est ça qu'ils considèrent comme du dopage finalement. Mais du coup c'est quoi les protéines en poudre exactement? Je vais prendre comme exemple la whey. La whey, donc, qui est la protéine en poudre la plus connue. La whey, c'est de la protéine issue du lait, c'est-à-dire qu'on a pris du lait et on a isolé les protéines qu'il y a dans le lait, parce que le lait, c'est un aliment riche en protéines, voilà, donc on a isolé les protéines et on les a mis sous forme de poudre, on les a mis dans un sachet ou dans une boîte et ensuite on les vend, voilà. Mais il existe exactement la même chose pour les glucides et pour les lipides. Pour les glucides, par exemple, pour rappel, les glucides, c'est du sucre. Le sucre, c'est des glucides. Ce sont 2 mots pour dire la même chose. Le sucre en poudre, vous connaissez, et je suis sûre que vous en avez déjà consommé, que vous en consommez régulièrement, et que les gens qui pensent que les protéines, c'est du dopage, consomment du sucre en poudre régulièrement. C'est quoi le sucre en poudre? Par exemple, si on prend du sucre en poudre qui est issu de betterave, qu'est-ce qui se passe? On a pris la betterave, à l'intérieur de la betterave, il y a du sucre, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a isolé chimiquement le sucre de la betterave, on l'a transformé en poudre et ça fait du sucre en poudre. Il existe exactement la même chose pour les lipides. On peut isoler chimiquement les lipides, et c'est comme ça qu'on fait de l'huile en fait. Par exemple, l'huile d'olive, c'est quoi? C'est qu'on a pris les olives, on a isolé les matières grasses, donc les lipides des olives, pour en faire de l'huile, voilà. Et ça donne des lipides purs. Donc pourquoi le fait d'isoler des protéines et en faire de la poudre, ça ferait des protéines du dopage, vu qu'on fait exactement la même chose pour les glucides et pour les lipides. Tout ça pour dire que cette idée reçue est complètement fausse, les protéines ce n'est pas du dopage. Ensuite, autre préjugé, manger comme un roi au petit-déj, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir, alors que tout est une question d'équilibre. Donc tu as tout à fait raison Anne-Laure, tout est une question d'équilibre. Ce proverbe, je l'ai énormément appliqué avant parce que j'y croyais beaucoup il y a plusieurs années, donc quand je n'y connaissais rien à la nutrition. C'est pas la grosseur de vos repas qui compte, c'est la balance énergétique à la fin de la journée, voire même sur la semaine en général qui compte en fait. Moi par exemple, je préfère manger un peu le matin, un peu beaucoup le midi et beaucoup le soir. Donc en fait je vais faire un petit peu le contraire de que dit ce proverbe. Et en fait il y a des gens qui effectivement qui préféreront prendre un gros petit déj et manger léger le soir. Il y a des gens qui n'auront pas faim du tout le matin, donc qui ne mangeront pas le matin et qui feront du coup des plus gros repas le midi et le soir. En fait il faut vraiment adapter en fonction de ce qu'on préfère, faut écouter son corps et aussi faire en fonction de son emploi du temps. Donc voilà, ce proverbe, enfin cette phrase est complètement fausse, vous faites comme vous voulez. Ensuite, Ahmed James, je sais pas si on prononce ton nom comme ça, qui nous dit « Sur la nourriture, ne pas dépasser 0,8 à 1,5 g de protéines par kilo sous peine de venir encrasser les reins. » Effectivement, c'est une idée reçue.
les protéines ne vont pas venir encrasser vos reins, surtout aux quantités que tu as citées dans ton commentaire. 0,8 à 1,5 g par kilo de poids de corps, ce sont les besoins en protéines pour les personnes qui ne font pas de sport, donc c'est vrai, ça va être vraiment la fourchette basse, le minimum. Ensuite, pour les gens sportifs, les besoins seront un petit peu plus élevés, et pour les gens qui souhaitent prendre du muscle, ce sera même peut-être encore plus élevé. On peut aller jusqu'à 2,5 g par kilo de corps par exemple. Après, atteindre des quantités de protéines comme ça avec l'alimentation, c'est extrêmement compliqué. Et même si vous n'êtes pas sportive et que vous consommez 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps, vous n'allez pas encrasser vos reins. Vous pouvez même manger 3 g de protéines par kilo de poids de corps, vous n'encrasserez pas vos reins. Et de toute façon, c'est quasiment impossible de manger autant de protéines avec l'alimentation, à moins de se faire 4 steaks le matin, 4 steaks le midi, 4 steaks en collation et 4 steaks le soir. Personne fait ça, on est d'accord. Par contre, ça peut venir parfois poser des soucis aux reins, l'excès de protéines, lorsqu'on a déjà une pathologie au niveau des reins. Voilà, donc si vous n'avez pas de pathologie au niveau des reins, vous ne risquez rien avec les protéines. Ensuite, tu nous dis, les protéines végétales ne permettent pas de développer de la masse musculaire comme la viande. Alors ça, c'est plutôt faux. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que les protéines, on les trouve dans quasiment tous les aliments, mais les protéines vont avoir une plus ou moins forte valeur biologique en fonction de sa source. La valeur biologique, en gros, ça va être la composition de la protéine en acides aminés, parce que les protéines sont composées d'acides aminés et le corps a besoin de pas mal d'acides aminés pour bien fonctionner. Et en fait, les protéines issues des produits animaux comme la viande, le poisson, les œufs, le lait par exemple, ce sont des protéines à forte valeur biologique, donc qui contiennent tout le spectre des acides aminés dont le corps a besoin, mais également les céréales et les légumineuses qui sont très riches en protéines, donc qui ne sont pas des protéines animales mais des protéines végétales. Par contre, la valeur biologique de ces protéines va être plus faible parce que, par exemple, les protéines issues des céréales vont manquer de certains acides aminés et les protéines issues des légumineuses vont manquer de certains acides aminés. Donc c'est pour ça qu'on dit que la valeur biologique des protéines végétales est plus faible, mais ceci dit, si on gère bien sa nutrition en tant que végétarien, enfin en tant que personne qui ne mange pas de viande, et qu'on sait justement associer céréales et légumineuses, il n'y a aucun souci en fait en termes de protéines, on apporte tout ce qu'il faut. Ceci dit, on a tendance à dire que les végétariens ont un besoin en protéines plus fort, justement à cause de la valeur biologique des protéines végétales qui est plus faible, donc il faut en manger un petit peu plus par précaution pour être vraiment sûr d'apporter tous les acides aminés dont le corps a besoin. Donc c'est tout à fait possible de développer sa masse musculaire tout en étant vegan, végétarien, si on gère bien sa nutrition. Et dans tous les cas, même si on n'est pas végétarien, si on gère très mal sa nutrition, on va avoir un petit peu plus de mal dans ses objectifs. Et donc tu as un troisième préjugé qui est la musculation, c'est pour les personnes extrêmement sportives, obsédées par leur apparence et pas très cultivées. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de développer là-dessus, c'est un gros cliché qui est complètement faux. À la salle, il va y avoir des personnes très cultivées et il va y avoir d'autres personnes qui ne sont pas cultivées. C'est comme partout en fait. Pas besoin d'être extrêmement sportif également pour faire de la muscu. Et obsédés par leur apparence, il y a beaucoup de gens, enfin la majorité des gens qui se mettent à la muscu le font avant tout pour un objectif physique, donc lié à l'apparence. C'est mon cas personnellement, si je fais de la musculation, c'est également pour des raisons esthétiques, des raisons physiques, c'est parce que je veux un beau fessier bien musclé, ça c'est vraiment pour des critères physiques. Après, heureusement que j'adore faire mes séances de muscu, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, mais il y a effectivement ce critère physique qui entre en compte, et je pense que c'est pour ça qu'on dit que les personnes qui font de la muscu sont des personnes obsédées par leur physique, parce que forcément, pour checker les résultats, on se regarde dans la glace, et également il y a plein de miroirs partout dans les salles de muscu. Ça c'est tout simplement pour regarder si on exécute bien notre exercice. Voilà, c'est pas juste pour regarder si on est beau ou pas, c'est pour regarder l'exécution des exercices. Après voilà, on est quand même très nombreux lorsqu'on a une congestion après une séance à se regarder un petit peu dans la glace, mais je vois pas ce qu'il y a d'offensant là-dessus. Bon. Autre cliché de Marianne, manger très peu le soir et longtemps avant de dormir afin d'avoir un sommeil de qualité. Donc manger très peu le soir, on en a déjà parlé tout à l'heure, vous faites comme vous voulez, comme ça vous arrange tant que vous respectez la balance énergétique qui correspond à vos objectifs. Et manger plusieurs heures avant d'aller dormir, ça c'est à la fois vrai et faux. Je pense que ça dépend des gens et je pense que ça dépend de ce qu'on mange aussi. Moi personnellement je peux m'enfiler une grosse pizza, aller dormir juste après, ça m'empêchera absolument pas de dormir. Mais parfois il y a la digestion effectivement qui peut empêcher de s'endormir. En fait ça dépend de ce que vous mangez, des quantités effectivement. Et des gens, il y en a qui ça posera pas de problème alors qu'à d'autres ça causera des soucis. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de vous.
Autre idée reçue de Manon, la musculation trop jeune empêche une bonne croissance de l'enfant. Alors ça, c'est faux comme idée reçue. En fait, beaucoup de gens pensent ça parce que le fait de soulever des charges, il y en a qui vont penser que les enfants du coup vont se tasser et donc ne plus grandir, genre ça va empêcher la croissance parce que t'as un poids sur toi. Sauf que l'enfant il porte pas sa barre de squat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça représente un temps minime dans sa semaine, donc ça n'empêche absolument pas sa croissance. Et bien sûr c'est comme tous les autres sports, hein. Si le sport est bien encadré et bien pratiqué, il n'y a aucun souci à se faire. Si effectivement le sport est mal encadré et mal pratiqué, bah il y a des risques de blessures, et si l'enfant se blesse, bah en fonction de la gravité de la blessure, ça peut avoir des séquelles à vie, avoir des répercussions sur la croissance, mais c'est comme n'importe quel sport finalement. Autre idée reçue de Maëlle, perdre du poids égale seulement du cardio. Perdre du poids égale déficit calorique. Votre déficit calorique, vous le gérez comme vous voulez. Le déficit calorique, pour rappel, c'est consommer moins de calories que ce que l'on dépense. Donc pour être en déficit calorique, il faut soit baisser ses apports énergétiques, donc manger moins de calories, soit augmenter sa dépense énergétique, soit les deux. Et le cardio, ça peut être un bon moyen effectivement d'augmenter sa dépense calorique, donc ça peut aider à créer un déficit calorique. Et les gens qui adorent faire du cardio, c'est quelque chose qui va tout à fait leur convenir. Mais il y a d'autres gens qui n'aiment pas du tout le cardio, qui ne veulent pas en entendre parler. Et dans ces cas-là, il y a d'autres stratégies à adopter pour être en déficit calorique. Donc perte de poids n'est pas forcément égale à cardio. Ceci dit, petite parenthèse, il faut bien faire la différence entre perte de poids et perte de gras, parce que lorsqu'on fait de la musculation, parfois on peut perdre du gras s'affiner mais sans perte de poids, parce qu'on prend de la masse musculaire en parallèle, donc effectivement ça s'équilibre sur la balance. Donc effectivement, si tu fais pas de muscu et que tu fais que du cardio et que tu es en déficit calorique, bah là c'est sûr que le chiffre sur la balance va baisser. Certes tu perdras un peu de gras, mais tu perdras également pas mal de muscles, et bah c'est pas ce que les gens recherchent finalement visuellement. Ensuite, Céline nous dit, tu fais de la muscu, tu veux ressembler à un homme? Oh, ça me l'a tellement fait quand j'ai commencé la muscu, que ce soit mes proches ou même les hommes à la salle de muscu, c'est un truc de ouf. Et même 2 ans après avoir pratiqué la muscu, donc 2 ans après avoir commencé la muscu, je ne ressemblais toujours pas à un homme, loin de là, et même ma sœur s'y est mise, donc elle commençait juste. Et les mêmes mecs qui m'avaient dit la même chose il y a 2 ans, ont fait les mêmes réflexions à ma sœur. Enfin, ils voyaient bien que j'étais là, ça fait 2 ans que je soulève des poids, je ne me suis toujours pas transformée en homme, donc ils se sont pas dit je suis peut-être con si je dis ça, parce que je vois que Margot ne s'est pas transformée en homme, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire, je comprends pas. Et même après 7 ans de muscu, je ne ressemble toujours pas à un homme, certes, je suis beaucoup plus musclée, ma composition corporelle n'a rien à voir, j'ai des biceps, mais je pense pas ressembler à un homme. Enfin, la musculation, c'est pas un sport qui permet de changer de sexe. Pour changer de sexe, il faut un traitement hormonal. Ensuite, Mathéo, la muscu, c'est pour les bourrins. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont très doux, très tendres et qui font de la muscu. Hein. Moi, je pense pas être un bourrin, je pense être plutôt quelqu'un de douce. Et je fais de la muscu, bon. Voilà, je ne vais pas développer plus là-dessus parce que ça paraît évident que c'est une idée reçue. Ensuite, Alice qui nous dit dire que certains aliments font grossir. Ah! La classique, et ça avant de s'intéresser à la nutrition, on le pense tous, et même en s'intéressant à la nutrition finalement. Ça a été très à la mode de dire justement le pain fait grossir, les pâtes font grossir, les légumes font maigrir, etc. Maintenant c'est moins le cas sur les réseaux sociaux, les gens essayent de débunker ça justement, et c'est très bien. Sauf qu'il y a un phénomène qui se produit qui est exactement la même chose et qui m'énerve. C'est le healthy. Tout le temps proposer des recettes healthy. En fait, il y a énormément de gens, surtout les influenceuses fitness, qui vont être là en mode voilà, faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou d'aliments qui font maigrir, tout est une question d'équilibre, etc. Mais derrière, elles vont toujours proposer des recettes healthy. Genre, si elles te proposent une recette de tarte aux pommes, elles vont l'appeler recette de tarte aux pommes healthy. Et healthy, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sain en anglais en fait. Donc en fait, en faisant ça, tu continues de mettre des aliments, des plats dans des cases. Mon plat, il est healthy, il est sain. Donc les autres, ils sont quoi? Ils sont pas sains? Ils sont mauvais? Ils font grossir? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est toujours coller des étiquettes sur les aliments et sur les plats. Et moi, ça m'énerve. C'est pour ça que vous voyez jamais le mot healthy dans mes vidéos. Alors peut-être que parfois je peux utiliser le mot sain, etc. mais sans vraiment faire attention. Mais vous ne me verrez jamais proposer recette de pâtes bolo healthy par exemple. Enfin, pour moi ça n'a aucun sens. Et pour moi c'est exactement la même chose que dire tel aliment fait grossir, tel aliment fait maigrir. Parce que du coup ça laisse penser aux gens que pour être en bonne santé, pour perdre du poids, etc. il faut forcément manger des recettes avec l'étiquette healthy, alors que absolument pas.
Tout est une question de balance énergétique, surplus calorique, maintien calorique ou déficit calorique. Donc ne tombez pas dans le piège du tout healthy parce que vous continuez de diaboliser des aliments si vous êtes là-dedans en fait. Ensuite, Saoré qui nous dit « Il n'y avait pas de goût en camp de concentration, sous-entendu, tu n'as aucune volonté. » Je trouve ça extrêmement violent, moi, comme propos. Il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, ça, moi-même je l'ai déjà entendu, mais je trouve ça scandaleux de comparer des choses incomparables, surtout les gens en camp de concentration. Certes, il n'y avait pas de goût en camp de concentration, tout simplement parce que ces gens-là étaient complètement dénutris. Mais est-ce que tu peux comparer quelqu'un, justement, qui sent mal dans sa peau et qui essaie de perdre du poids à ça? Enfin, je vois pas en quoi c'est comparable et je trouve ça extrêmement scandaleux de sortir ça à quelqu'un en fait. Parce que pour moi, il n'y a aucune comparaison possible. Et dernière idée reçue de Marie-Pierre, la muscu c'est de la gonflette, ils ont rien dans les bras. Alors celle-ci elle est très très drôle. Sous-entendu en fait quand tu fais de la muscu, je sais pas, tu prends une paille, tu le fous dans ton biceps, tu souffles et hop ça gonfle comme un ballon. Bah non c'est pas ça la muscu en fait. Quand tu fais de la musculation, t'as un bon programme, que t'es régulier, que tu fais ça sur long terme, effectivement, tes muscles ils vont grossir mais c'est pas de l'air, c'est des fibres musculaires, du tissu musculaire, voilà, c'est... Et il n'y a pas de différence en fait entre quelqu'un qui soulève des poids justement dans le but d'avoir la muscu que quelqu'un qui fait une activité spécifique qui fait que pour conséquence elle a des muscles, mais en fait c'est les mêmes muscles, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que tu soulèves des poids que tes muscles deviennent de l'air en fait, ça reste des fibres musculaires, enfin bref, je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'était assez intéressant de débunker ça un petit peu avec vous. J'ai essayé d'être la plus simple possible dans mes explications. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça et si jamais vous avez d'autres idées reçues qui vous viennent en tête. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.